exercice quelque peu différent de ce qu'on vient d'entendre jusque-là dans cette table ronde. Je vous présenterai en effet quelques réflexions sur un travail que je m'apprête à écrire et qui m'a été en partie inspiré par un article de Madeleine Rebellion. Ce qui est une preuve d'ailleurs de la fécondité de ses écrits et de leur actualité et de ses écrits comme de ses réflexions. En accomplissant des recherches pour un article portant sur la réception par la gauche de la Révolution russe de 1917, j'ai découvert un article de Madeleine Rebellion publié sur la revue Mouvement social que je ne connaissais pas, honnêtement ma faute, et qui m'a aidé beaucoup dans la définition du sujet. Cet écrit s'arrange dans la rubrique Histoire et cinéma, et il s'agit d'un commentaire du film documentaire de Marc Ferraud intitulé L'année 1917. Mais l'appeler commentaire d'un film, appeler cet article commentaire d'un film, serait réducteur. La critique de cet ouvrage est pour Madeleine Rebellion plutôt le prétexte pour nous livrer une analyse épistémologique sur la manière dont on bâtit un film documentaire, ainsi que sur sa force. L'historienne donne une définition générale du film d'histoire qui est, selon elle, un dialogue incessant entre l'image signifiante et la pensée de l'historien. La pensée est première dans cette création. L'œuvre est d'abord conçue. Il faut ensuite se mettre à la quête des images. Une fois trouvées, elles arrivent à enrichir et solliciter même la pensée. Et elles peuvent mettre en lumière un aspect insoupçonné ou négligé du réel. Les images sont donc traitées dans ces cas comme des objets d'histoire à part entière. Et ces objets matériels dont parlait aussi Christophe Prochasson dans l'introduction de cette table ronde. Ce documentaire est de 1967, donc de l'année du cinquantenaire de la Révolution, et l'article de Madeleine Rebellion date du début de l'année suivante. La manière dont elle parle indirectement des événements russes de 1917 indique une certaine sensibilité et une certaine aussi proximité vers ce dernier. Elle nous raconte en effet, dès les premières lignes de son texte, que le long métrage de Ferraud, qui fut présenté à Paris en décembre 1967 aux historiens membres de l'Institut français d'histoire sociale, engendra une discussion animée qui, je cite, dura plus d'une heure et qui eût pu, n'était la faute du temps, s'est prolongée sans peine. Fin de la citation. Dans ce peu de pages, on retrouve donc déjà dans ces quelques pages dont il y a constitué les textes, cette interaction du passé et du présent, de la recherche et de l'engagement, de l'histoire et des combats, qui caractérisa, comme il a été souligné par Vincent Duclerc, Marion Fontaine et Gilles Candard dans l'introduction du livre qui nous regroupe aujourd'hui, qui caractérisa, comme je disais, toute l'œuvre de Madeleine Rebellion. Et c'est cette tension que je voudrais transposer dans mes réflexions sur la gauche italienne, pour analyser en fait comment elle, au fil des années, a compris, réinterprété, utilisé les faits qui sont venus à Russie en 1917. En Italie, à côté des commentaires de contemporains, la plupart des réflexions sur la gauche concernant la Révolution ont dérivé dans les années 60, en concomitance donc aussi en Italie avec le centenaire des événements. Je cite une chose pour toutes. La section presse et propagande du Parti communiste italien, publiée en 1967, donc la même année du documentaire de Marc Ferraud, un almanach de la Révolution d'octobre, avec des articles signés par les majeurs représentants du parti, tels Luigi Longo ou Achille Occhetto. Cela va de soi, le Partito Comunista Italiano était un parti fort en Italie en ce moment, et la Révolution d'octobre s'est rangée parmi ses luttes identitaires. Donc, on voit que l'histoire et les combats se rejoignent de quelque manière dans cette publication. Pour en venir à l'historiographie, il n'existe pas, à ma connaissance, beaucoup d'ouvrages qui se sont lancés dans une analyse des réactions de la gauche italienne face à ce qui s'est passé en Russie. Luigi Cortè s'est dédié en 1968 un ouvrage aux réactions des différents courants du Partito Socialiste Italiano face à la Révolution du 17, donc les contemporains. En 1974, Stefano Caretti a publié un article plus ample, incluant aussi les socialismes en dehors du parti,
Et 10 ans plus tard, en 84, Attilio Minoietti étudiait la réception de la révolution russe par la presse socialiste. Je vais vous citer quelques exemples. À côté de cela, on trouve aussi des ouvrages qui traitent des thèmes plus ponctuels, comme par exemple les résonances de la révolution dans la presse locale ou dans la réflexion de l'un ou de l'autre penseur italien. Il s'agit en tout cas d'études consacrées à la gauche contemporaine au fait, et il s'agit d'études qui se sont développées qui ont été développées dans les années 60, 70 ou 80. Et les études sur la Révolution 17 ont pratiquement disparu en Italie après la chute du mur. Un intérêt renouvelé semble se réveiller en ce moment, en fait, à l'occasion du centenaire des faits. Un intérêt qui, par contre, s'exprime de manière bien différente que celui des décennies que je viens de citer, parce qu'il montre un certain recul. Donc, on ne retrouve plus cette tension entre passé et présent, entre recherche et engagement, qu'on pouvait retrouver encore jusqu'aux années 80, dont je parlais tout à l'heure. Donc, réfléchissons sur ces différentes observations que je vous ai présentées aujourd'hui de manière très impressionniste. Je crois qu'il y a un vrai sujet à creuser. Une histoire de la réception de la Révolution 17 par la gauche. Jusque-là, j'ai commencé à m'occuper de l'Italie. Mais il serait intéressant de comparer les cas italiens avec les cas français. Et le texte de Madeleine Rebelliou, qui m'a inspiré autant de réflexions, y trouverait toute sa place.